Je n'aurais jamais cru que les créatures du folklore puissent être réelles, jusqu'à ce que l'une d'entre elles devienne la raison pour laquelle je respire encore aujourd'hui. Ce qui avait commencé comme une simple randonnée en solitaire avec sac à dos dans les Smoky Mountains s'est transformé en quelque chose qui a complètement fait voler en éclats ma perception de la réalité. Je partage ce témoignage non pas parce que j'ai besoin de validation ou d'approbation, mais parce que les événements qui se sont déroulés pendant ces 5 jours dans la nature ont fondamentalement changé la personne que je suis. Voici comment je me suis retrouvé complètement perdu dans l'une des plus anciennes chaînes de montagnes d'Amérique, comment j'ai été traqué par un prédateur mortel, et comment j'ai finalement été sauvé par quelque chose qui, selon toute la partie rationnelle de mon esprit, ne pouvait pas exister. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé, je devrais probablement expliquer un peu qui je suis et pourquoi j'étais là-bas. Je suis professeur de biologie au lycée, j'ai 32 ans, et je me suis toujours considéré comme une personne rationnelle, à l'esprit scientifique. J'ai grandi dans la banlieue du Tennessee, mais mes parents étaient des randonneurs et des campeurs passionnés qui m'ont inculqué un amour profond pour la nature dès mon plus jeune âge. Certains de mes plus lointains souvenirs sont des week-ends de camping et des randonnées à la journée dans les parcs d'État. Au lycée, je participais régulièrement à de longues randonnées avec des groupes de jeunes et des clubs de plein air. J'ai obtenu mon brevet de secouriste en milieu sauvage à 19 ans. J'ai parcouru des sections de l'Appalachian Trail, exploré d'innombrables forêts d'État et nationales et passé bien plus de 100 nuits sous une tente dans diverses zones sauvages du sud-est des États-Unis. Je vous raconte tout ça pour bien établir que je ne suis pas une novice inexpérimentée qui panique au premier signe de difficulté. Je sais lire des cartes topographiques, je sais utiliser une boussole correctement, je sais comment purifier l'eau, comment suspendre la nourriture pour ne pas attirer les ours et comment reconnaître les signes de changement de temps. J'ai déjà fait face à des situations difficiles, comme être surprise par des orages inattendus, rencontrer des ours noirs ou devoir contourner des arbres tombés qui bloquaient des sentiers balisés. Je me considérais comme compétente et préparée. Cette confiance, cette certitude en mes propres capacités est en partie ce qui m'a causé des ennuis. Mais je m'emballe. Tout a commencé fin septembre, lorsque j'ai décidé de prendre une semaine de congé de mon travail de prof de bio pour passer un peu de temps seul dans les montagnes de l'Est du Tennessee. Le moment était parfait. C'était juste après la rentrée, quand les choses au lycée s'étaient installées dans une routine, mais avant que les périodes de correction intenses ne commencent. J'avais méticuleusement planifié cette excursion pendant près de 6 mois, depuis le printemps précédent, lorsque j'avais regardé mon calendrier et réalisé que j'avais accumulé assez de jours de congé pour prendre une semaine complète. J'ai passé d'innombrables pauses, déjeuners à l'école, plongé dans l'étude des cartes topographiques du Great Smoky Mountains National Park et des zones sauvages environnantes. J'ai étudié les profils d'altitude, les sources d'eau et les réseaux de sentiers balisés. J'ai lu les comptes rendus d'autres randonneurs qui avaient suivi des itinéraires similaires. J'ai acheté de nouvelles cartes avec des informations à jour sur les sentiers. Et j'ai passé des heures à la maison à tracer mon itinéraire prévu avec des feutres de couleur, calculant les distances journalières et identifiant les sites de camping potentiels. J'ai surveillé obsessionnellement les prévisions météo à long terme, des semaines à l'avance, consultant plusieurs services de prévision et comparant leurs modèles. Je voulais que les conditions soient aussi parfaites que possible. Les prévisions pour la fin septembre semblaient absolument idéales, promettant 4 jours de ciel dégagé avec des températures diurnes autour de 18 à 20 degrés Celsius et des minimales nocturnes descendant à peine sous les 10 degrés Celsius. Aucune précipitation prévue, des vents légers. En gros, un temps de randonnée parfait. J'ai rassemblé tout mon équipement avec la précision de quelqu'un qui l'avait fait de nombreuses fois et qui comprenait exactement ce qui était essentiel par rapport à ce qui n'était que du poids superflu. J'ai soigneusement rempli mon sac à dos,
un sac de 60 litres à armature interne que je possédais depuis 6 ans et en qui j'avais une confiance absolue. J'y ai mis ma tente légère, un modèle pour 2 personnes que je pouvais monter en moins de 5 minutes, même dans des conditions difficiles. J'ai emporté mon sac de couchage en duvet, conçu pour des températures allant jusqu'à moins 5 degrés Celsius, plus que suffisant pour les températures nocturnes prévues. J'ai inclus mon matelas de sol, mon oreiller de camping, une trousse de premiers secours complète que j'avais personnellement assemblée avec tout, des pansements et analgésiques aux antibiotiques sur ordonnance et un EpiPen. J'ai apporté ma fidèle pompe de purification d'eau, ayant appris il y a des années à ne jamais faire confiance aux sources d'eau dans la nature, aussi claires et propres qu'elles puissent paraître. J'ai emporté suffisamment de repas déshydratés pour 5 jours complets, avec une marge de sécurité confortable, y compris mes préférés comme le pad thai, le poulet teriyaki et le bœuf stroganoff. J'ai apporté des barres énergétiques, un mélange de fruits secs, des sachets de café instantané, de la poudre d'électrolyte et même quelques morceaux de chocolat pour le moral. J'ai emporté des piles de rechange pour ma lampe frontale et une lampe de poche de secours. J'ai apporté des allumettes étanches-7, un briquet à butane fiable. J'ai inclus un petit réchaud de camping et une cartouche de gaz. J'ai emporté des couches de vêtements supplémentaires, y compris une polaire chaude, une veste imperméable, des chaussettes de rechange et une paire de chaussures de camp légères pour reposer mes pieds le soir. J'ai aussi veillé à inclure ma balise de détresse satellite, un appareil que j'avais acheté 2 ans plus tôt, spécifiquement pour les situations où la couverture de téléphonie mobile serait inexistante. C'était un petit appareil orange vif, de la taille d'un jeu de cartes, qui pouvait envoyer des messages d'urgence prédéfinis et mes coordonnées GPS à un service de surveillance qui contacterait alors les autorités de secours. L'appareil avait un abonnement annuel que je payais fidèlement, même si je n'avais jamais eu besoin de l'activer. Je le considérais comme une assurance essentielle, le genre de choses que vous espérez ne jamais avoir à utiliser, mais que vous êtes incroyablement reconnaissant d'avoir quand vous en avez besoin. J'ai également informé plusieurs personnes de mes projets en suivant les protocoles de sécurité appropriés en milieu sauvage. J'ai donné des informations détaillées sur mon itinéraire prévu à ma meilleure amie Sarah, y compris le point de départ du sentier, mes campements prévus pour chaque nuit, ainsi que la date et l'heure approximative de mon retour. Je lui ai dit que si elle n'avait pas de nouvelles de moi à 6 heures du soir, le jour prévu de mon retour, elle devait contacter les rangers du parc et leur fournir toutes les informations que je lui avais données. J'ai déposé une demande de permis de camping en zone reculée auprès du service du parc, leur fournissant essentiellement les mêmes informations. Je me sentais parfaitement préparée et confiante. Le premier jour de mon périple s'est déroulé exactement selon mon itinéraire soigneusement élaboré, et j'ai ressenti une profonde satisfaction en voyant tout s'emboîter parfaitement comme je l'avais prévu. Je suis arrivé au point de départ du sentier à 8h30 du matin, après un peu plus de 2 heures de route depuis mon appartement. Le parking était presque vide, à l'exception de 2 autres véhicules, ce qui n'était pas surprenant pour un jour de semaine fin septembre, après que la plupart des familles avaient repris leur routine scolaire. J'ai pris mon temps pour m'équiper, ajustant les sangles de mon sac, jusqu'à ce que la répartition du poids soit parfaite, vérifiant une dernière fois que tout ce dont j'avais besoin était facilement accessible. L'air du matin était vif et légèrement frais, peut-être autour de 10 à 12 degrés Celsius, et je pouvais voir ma respiration formée de petits nuages quand j'expirais. Le ciel au-dessus était d'un bleu brillant et sans nuages, qui promettait une journée parfaite. J'ai signé le registre au départ du sentier, notant la date, l'heure et mon itinéraire prévu. Puis j'ai fait mes premiers pas sur le sentier balisé avec ce sentiment d'excitation et d'anticipation que je ressentais toujours au début d'une nouvelle aventure. Les premiers kilomètres du sentier traversaient une des plus magnifiques forêts primaires que j'ai jamais vues,
C'était le genre d'arbre qui poussait depuis des siècles, des spécimens massifs qui avaient échappé aux vastes opérations d'exploitation forestière qui avaient défriché la plupart des Appalaches au début du XXe siècle. Je marchais parmi des chênes imposants, au tronc si large que 3 personnes se tenant la main auraient à peine pu les entourer. Je suis passé sous d'anciens carriers et tulipiers de Virginie qui s'étiraient vers la canopée à une trentaine de mètres au-dessus de ma tête. Des rayons de soleil matinaux filtraient à travers les couches de feuilles, créant une atmosphère quasi cathédrale avec des piliers de lumière dorée illuminant le sol de la forêt. Le sentier lui-même était bien entretenu et clairement balisé, avec des marques de peinture blanche sur les arbres à intervalles réguliers pour confirmer que je suivais la bonne route. Le chemin serpentait à travers cette forêt magnifique, grimpant parfois progressivement sur des lignes de crête, descendant parfois dans des vallons tranquilles où de petits ruisseaux clapotaient sur des rochers polis par d'innombrables années d'écoulement. J'ai parcouru environ 22 kilomètres ce premier jour. Maintenant, un rythme confortable qui me permettait de profiter de mon environnement sans m'épuiser. La température est montée aux alentours de 20 degrés Celsius dans l'après-midi, un temps de randonnée absolument parfait, où j'avais assez chaud pour être à l'aise, mais pas au point de transpirer à grosses gouttes. Je me suis arrêté plusieurs fois pour boire de l'eau et manger des encas, assise sur des troncs d'arbres tombés ou des rochers pratiques, tout en écoutant les bruits de la forêt autour de moi. Les oiseaux chantaient depuis la canopée, leurs appels résonnant à travers les arbres. J'ai entendu des pics verts marteler des arbres morts à la recherche d'insectes. À un moment, j'ai entendu ce que j'étais presque sûr d'être un grand pic, l'une des plus grandes espèces de pics verts d'Amérique du Nord, son cri distinctif se propageant à travers la forêt. J'ai aperçu plusieurs cerfs pendant la journée, dont un grand mâle particulièrement imposant avec des bois impressionnants, qui m'a regardé passer à une distance d'une 50aine de mètres avant de s'éloigner en bondissant à travers le sous-bois. J'ai vu d'innombrables écureuils ramasser des glands et d'autres noix en prévision de l'hiver à venir, leurs joues gonflées de manière comique. J'ai observé une petite troupe de dindons sauvages grattant la litière de feuilles à la recherche de nourriture, les femelles gardant un œil vigilant sur leurs dindonneaux presque adultes. La forêt semblait vivante et vibrante d'une manière qui me remplissait toujours de joie. En fin d'après-midi, j'ai atteint le campement que j'avais identifié sur mes cartes lors de ma phase de planification. Il était situé à côté d'un ruisseau étroit qui coulait, clair et froid, probablement alimenté par des sources plus haut dans les montagnes. L'emplacement était parfait, avec une zone relativement plate où je pouvais planter ma tente, un foyer en pierre naturelle où les campeurs précédents avaient fait des feux et un accès facile à l'eau. Les arbres environnants offraient un abri contre le vent tout en laissant suffisamment de ciel ouvert pour que je puisse voir les étoiles une fois la nuit tombée. J'ai installé mon camp méthodiquement, suivant la routine que j'avais développée au fil des années de camping en pleine nature. D'abord, j'ai identifié l'endroit où je planterais ma tente, m'assurant qu'il était plat et exempt de roches ou de racines qui rendraient le sommeil inconfortable. J'ai monté ma tente, la fixant solidement avec des piquets même si aucun vent n'était prévu, car j'avais appris à ne jamais faire entièrement confiance aux prévisions météo. Ensuite, j'ai suspendu mon sac de nourriture à une haute branche à une distance considérable de ma tente en utilisant les techniques appropriées pour que les ours ne puissent pas y accéder pendant la nuit. J'ai filtré plusieurs litres d'eau du ruisseau, remplissant toutes mes bouteilles d'eau et ma poche à eau. J'ai préparé un dîner simple de bœuf stroganoff lyophilisé, ajoutant de l'eau bouillante au sachet et attendant les 7 minutes requises pendant que la nourriture se réhydratait. J'ai mangé assise sur un tronc près du ruisseau, regardant la lumière s'estomper dans la forêt, alors que le soleil se couchait quelque part au-delà des montagnes à l'ouest. Le stroganoff était étonnamment bon, ou peut-être avais-je juste assez faim pour que n'importe quoi ait bon goût. Quoi qu'il en soit, j'ai raclé le sachet
Et je me suis sentie satisfaite et contente, alors que l'obscurité s'installait complètement et que les premières étoiles commençaient à apparaître dans la bande de ciel visible au-dessus de la vallée du ruisseau. Je me sentais en paix totale avec le monde. C'était exactement ce dont j'avais besoin, cette évasion des exigences et du stress constant de la vie moderne. Ici, il n'y avait pas de notification par email exigeant des réponses immédiates, pas d'élèves ayant besoin d'aide pour leurs devoirs, pas de réunions ou d'obligations. Ici, il n'y avait que moi et le monde naturel, existant en parfaite harmonie. Je me suis glissé dans ma tente vers 21 heures. Non pas que j'étais particulièrement fatigué, mais parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire une fois la nuit tombée. Je me suis allongé dans mon sac de couchage, écoutant le murmure paisible du ruisseau qui coulait à quelques mètres de là. Je pouvais entendre le vent souffler doucement dans les arbres au-dessus de moi. Au loin, j'ai entendu ce qui aurait pu être le ululement d'une chouette. Je me sentais en contrôle total de la situation, totalement convaincu que tout continuerait à se dérouler selon mes plans soigneusement établis. Je me suis endormie, reconnaissante et heureuse, sans le moindre pressentiment de ce qui allait arriver. Le deuxième jour a commencé avec la même promesse et le même optimisme. Et si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais savouré ces heures matinales paisibles, encore plus que je ne l'ai fait. J'ai émergé de ma tente à l'aube, ouvrant la fermeture éclair de la toile pour voir la forêt devenir progressivement visible alors que l'obscurité se retirait. L'air était frais, probablement autour de 7 ou 8 degrés Celsius, et une légère brume flottait au-dessus du ruisseau, créant une atmosphère éthérée digne d'une peinture fantastique. J'ai suivi ma routine matinale, m'occupant de mes besoins personnels à une distance appropriée de la source d'eau, puis je suis retourné à mon campement pour préparer une tasse de café instantané bien fort avec mon petit réchaud. Le café n'avait rien d'extraordinaire, juste des cristaux instantanés mélangés à de l'eau chaude, mais là-bas, dans la nature, il avait un goût absolument parfait. Je suis resté debout près du ruisseau, sirotant mon café et regardant la brume se dissiper progressivement à mesure que la température montait et que la lumière du soleil commençait à filtrer à travers les arbres. Quelques oiseaux matinaux étaient déjà actifs, leur chant créant une symphonie naturelle. J'ai vu un écureuil gris s'aventurer sur une branche, au-dessus de moi, s'arrêtant pour se toiletter avant de continuer ses affaires. Tout semblait en ordre dans le monde. J'ai pris mon temps pour démonter mon campement, pliant soigneusement ma tente et rangeant tout à sa place dans mon sac à dos. L'organisation était importante, surtout quand on porte tout ce dont on a besoin sur son dos. Je voulais pouvoir trouver rapidement tout ce dont j'aurais besoin sans avoir à fouiller dans un désordre chaotique. J'ai filtré 1 litre d'eau supplémentaire du ruisseau pour compléter mes réserves. J'ai effectué une dernière vérification de la zone pour m'assurer que je ne laissais rien derrière moi, ni aucune trace de ma présence au-delà de l'usure naturelle du campement. Puis j'ai hissé mon sac sur mes épaules et j'ai commencé à marcher à 7h15 du matin, exactement à l'heure prévue par mon itinéraire. Mon objectif pour la journée était ambitieux, mais réalisable. Je prévoyais d'atteindre un point de vue spectaculaire que j'avais repéré sur mes cartes, un affleurement rocheux situé à environ 27 km de mon point de départ ce matin-là. Selon les comptes rendus que j'avais lus, ce point de vue offrait l'une des meilleures vues panoramiques de toute la région, avec des panoramas s'étendant sur des dizaines de kilomètres dans toutes les directions par temps clair. J'avais l'intention de passer la nuit dans un campement près de ce point de vue avant de commencer mon voyage de retour le 3e jour. L'itinéraire me ferait suivre une ligne de crête pendant une grande partie de la journée, gagnant et perdant de l'altitude à plusieurs reprises en suivant les contours des montagnes. Ce serait difficile, mais j'étais confiante en ma capacité à le faire. Le sentier balisé était clairement indiqué par des marques blanches peintes sur les arbres à intervalles réguliers, et je maintenais un excellent rythme, avançant efficacement sans me presser ni m'épuiser.
L'atmosphère matinale était fraîche et vivifiante, des conditions absolument parfaites pour couvrir une distance importante sans surchauffer. J'ai trouvé un rythme confortable, mes jambes me portant régulièrement vers l'avant, tandis que mon esprit vagabondait librement. C'était l'un des aspects de la randonnée en solitaire que j'aimais le plus, cette façon dont elle permettait à vos pensées de dériver et de serpenter sans les interruptions et les exigences constantes de la vie normale. Je pouvais penser à ce que je voulais, ou ne penser à rien du tout, simplement exister dans l'instant et me déplacer à travers la forêt. Je suis passé par des bosquets de tulipiers de Virginie imposants, avec leurs feuilles carrées si distinctives et d'anciennes pruches. Leurs troncs massifs témoignant de siècles de croissance ininterrompue. Certaines de ces pruches luttaient clairement contre les infestations du puceron lanigère de la pruche, un insecte ravageur envahissant qui dévastait les populations de pruches dans les Appalaches depuis des années. Je pouvais voir les signes révélateurs, les cimes clairsemées et les sacs d'œufs blanchâtres et laineux attachés aux aiguilles. En tant que prof de biologie, je trouvais déchirant de voir ces arbres magnifiques mourir lentement, mais je comprenais aussi que de tels changements faisaient partie des processus naturels, même s'ils étaient accélérés par des espèces introduites par l'homme. La forêt était pleine d'activité ce matin-là. Les chants d'oiseaux remplissaient l'air, un chœur complexe d'espèces différentes proclamant leurs revendications territoriales ou cherchant des partenaires. J'ai repéré plusieurs espèces que je pouvais identifier par leurs chants, même sans les voir, y compris des mésanges, des paridés et des citelles. J'ai entendu le martèlement distinctif des pics verts résonner dans la forêt. À un moment, j'ai observé une dinde sauvage avec plusieurs dindonneaux, les jeunes oiseaux presque adultes, mais suivant toujours leur mère de près, alors qu'ils fouillaient la litière de feuilles à la recherche d'insectes et de graines. La dinde m'a repéré et a poussé un cri d'alarme strident en voyant ses petits se mettre à l'abri. Je me suis figé et je les ai regardés jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans le sous-bois, amusés par leur panique. Tout dans cette expérience semblait harmonieux et juste. Vers midi, j'ai atteint un affleurement rocheux qui offrait un vaste panorama des chaînes de montagnes environnantes et j'ai décidé que c'était l'endroit idéal pour m'arrêter pour le déjeuner et reposer mes jambes. La vue était absolument à couper le souffle, d'une manière que les photographies ne pourraient jamais rendre adéquatement. Je pouvais voir crête après crête s'étendre vers l'horizon, chacune légèrement plus brumeuse que la précédente à mesure qu'elle s'éloignait dans la distance atmosphérique, créant des couches de bleu et de violet qui semblèrent s'étendre à l'infini. Les Smoky Mountains tirent leur nom de la brume perpétuelle qui les recouvre, une combinaison de vapeur d'eau et de composés organiques volatiles libérés par toute la végétation. Par une journée claire comme celle-ci, cette brume créait un effet magnifique, chaque crête successive apparaissant plus estompée et éthérée que la précédente. J'ai sorti mon appareil photo de mon sac et j'ai pris plusieurs clichés, même si je savais par expérience que les images ne rendent jamais vraiment justice à l'expérience réelle d'être dans un endroit comme celui-ci. J'ai essayé différents angles et compositions, tentant de capturer non seulement ce que je voyais, mais aussi ce que je ressentais. Une fois satisfaite de mes photos, je me suis installé sur une partie plate du rocher pour déjeuner et simplement profiter d'être exactement là où j'étais. J'avais emporté un bagel au beurre de cacahuètes et des fruits secs, des provisions simples mais tout à fait suffisantes pour mes besoins. Le bagel s'était quelque peu compressé et était un peu rassis dans mon sac, mais le beurre de cacahuètes le rendait assez mangeable. J'ai mangé lentement, en prenant mon temps et en mâchant bien, tout en absorbant le paysage magnifique qui s'étalait devant moi. Les abricots et les canneberges séchées que j'avais apportés pour un supplément nutritionnel étaient sucrés et moelleux, offrant un agréable contraste avec le bagel consistant. J'ai bu une grande gorgée de ma bouteille d'eau, sentant le liquide frais apaiser ma gorge qui était devenue un peu sèche à force de respirer fortement pendant l'effort du matin.
Après avoir mangé, j'ai sorti ma carte pour vérifier ma position et ma progression. J'ai étalé la carte topographique sur le rocher à côté de moi en lestant les coins avec de petites pierres pour que la légère brise ne l'emporte pas. J'ai identifié plusieurs sommets distinctifs que je pouvais voir de mon point de vue et je les ai fait correspondre aux caractéristiques de la carte. J'ai tracé avec mon doigt l'itinéraire que j'avais suivi ce matin-là, calculant les distances et les dénivelés. D'après mes calculs et les points de repère que je pouvais identifier avec certitude, j'avançais même plus vite que prévu. À ce rythme, j'atteindrai certainement ma destination cible avec plusieurs heures de lumière du jour restantes, ce qui me donnerait amplement le temps d'établir mon camp, de filtrer de l'eau et peut-être même d'explorer les environs du point de vue avant la tombée de la nuit. J'ai ressenti un sentiment de satisfaction et de fierté pour ma condition physique et mes compétences en navigation. Tout se déroulait exactement comme prévu, peut-être même mieux que prévu. Je suis resté sur cet affleurement pendant près de 45 minutes, ce qui, rétrospectivement, était du temps que j'aurais probablement dû utiliser plus productivement. Mais sur le moment, il semblait parfaitement raisonnable de simplement exister et d'apprécier la beauté brute de ces montagnes anciennes. C'était précisément pour cela que j'aimais m'immerger dans des environnements sauvages, être complètement coupé des emails, des réseaux sociaux, des embouteillages et du bombardement constant d'informations et de demandes qui caractérisent l'existence moderne. Ici, dans cet endroit reculé, il n'existait que moi et le monde naturel. Ici, je me sentais vraiment et complètement vivante d'une manière que la vie quotidienne ne m'offrait jamais. Ici, je pouvais entendre mes propres pensées sans interruption constante. Ici, je pouvais respirer profondément et sentir mon corps fonctionner exactement comme il était conçu pour le faire. J'ai observé une buse à queue rousse décrivant des cercles paresseux sur les courants thermiques, quelque part au-dessus de la vallée en contrebas, surfant sur les colonnes d'air chaud, ascendantes sans dépenser d'énergie, ses ailes déployées et immobiles alors qu'elle planait. J'ai regardé les nuages projeter des ombres mouvantes sur les crêtes lointaines. J'ai senti le soleil chaud sur mon visage et mes bras. Je me sentais complètement contente et en paix. Finalement, j'ai su que je devais me remettre en route si je voulais atteindre ma destination prévue avant la nuit. J'ai soigneusement rangé les restes de mon déjeuner en veillant à ne laisser derrière moi même pas le plus petit déchet. Les principes du camping sans trace étaient importants pour moi, surtout dans des zones sauvages très fréquentées comme celle-ci. J'ai jeté un dernier long regard à la vue spectaculaire qui s'offrait à moi, gravant la scène dans ma mémoire, puis je suis retourné là où le sentier continuait dans la forêt. J'ai hissé mon sac, ajusté la ceinture et les bretelles pour répartir confortablement le poids, et j'ai recommencé à marcher. C'est à ce moment-là, bien que je ne m'en sois pas rendu compte à l'époque, que tout a commencé à dérailler. Le sentier a continué le long de la crête pendant un moment après que j'ai quitté le point de vue, serpentant à travers des peuplements denses, de lauriers des montagnes et des affleurements occasionnels de roches exposées. Les balises blanches qui marquèrent le sentier continuaient d'apparaître à intervalles réguliers, et je les suivais sans inquiétude. Mais à un moment donné cet après-midi-là, quelque chose a mal tourné. Avec le recul, je comprends que j'ai dû prendre une mauvaise décision à une bifurcation, peut-être là où le chemin se divisait ou là où des dégâts causés par une tempête avaient masqué le bon itinéraire. Il y avait plusieurs endroits où des arbres tombés bloquaient le sentier, m'obligeant à contourner les obstacles. Il y avait plusieurs endroits où le chemin semblait se séparer, les deux options paraissant également bien fréquentées. Dans ces situations, j'ai pris ce qui semblait être des décisions raisonnables sur le moment, choisissant les itinéraires qui paraissaient les plus utilisés ou qui semblaient aller dans la bonne direction générale. Mais clairement, à un moment donné, probablement sans même réaliser qu'une décision était prise, j'avais fait un choix fatalement erroné et quitté le sentier balisé pour un chemin moins entretenu ou peut-être même une simple piste d'animaux créée par les cerfs.
Le problème, comme je le réaliserai plus tard, c'est que dans une forêt dense où chaque direction semble essentiellement la même, il est remarquablement facile de se désorienter sans même s'en rendre compte. Votre cerveau fait des suppositions sur où vous êtes et où vous allez, et ces suppositions peuvent être complètement fausses, sans aucun signe d'avertissement évident. Vous pensez suivre le sentier, mais vous suivez en fait un autre chemin qui vous éloigne de votre destination. Et le temps que vous réalisiez que quelque chose ne va pas, vous êtes déjà complètement perdu. Environ 90 minutes après le début de ma randonnée de l'après-midi, j'ai commencé à ressentir une sensation inconfortable que quelque chose n'allait pas, bien que je ne puisse pas immédiatement identifier ce qui déclenchait ce sentiment. C'était juste un vague sentiment de malaise, une intuition que les choses n'étaient pas comme elles devraient être. Le sentier semblait considérablement moins défini qu'il ne l'avait été le matin, ressemblant plus à un vague chemin à travers la forêt qu'à un sentier de randonnée bien entretenu. La végétation du sous-bois se pressait de plus en plus près des deux côtés. Je ne rencontrais plus les balises blanches qui avaient été mes compagnons de navigation constants depuis le départ. Au début, je me suis dit que j'avais probablement manqué quelques balises, qu'elles réapparaîtraient bientôt. Mais après 15 autres minutes de marche, sans voir la moindre marque, l'inquiétude a commencé à se transformer en véritable angoisse. J'ai arrêté ma progression et j'ai sorti ma carte et ma boussole de mon sac, tentant de déterminer ma position précise. La boussole indiquait que je me déplaçais vers le sud-est, ce qui était à peu près correct selon ma compréhension. Cependant, lorsque j'ai examiné les caractéristiques du terrain qui m'entourait et que j'ai tenté de les corréler avec les courbes de niveau de ma carte topographique, rien ne correspondait. La crête proéminente à ma droite aurait dû être à ma gauche, d'après mon interprétation, de la carte. Ou peut-être que je lisais mal les symboles et les altitudes. J'ai tourné la carte dans diverses orientations, expérimentant différentes possibilités, mais je ne parvenais pas à faire correspondre le paysage à ce que la carte me disait qu'il devrait être. Le problème fondamental était que chaque direction semblait identique. Une forêt épaisse, dominée par des arbres à feuilles caduques, avec un sous-bois de lauriers, des montagnes et de rhododendrons, un terrain vallonné, couvert de décennies de feuilles mortes, et l'absence de toute caractéristique distinctive que je pouvais identifier de manière définitive sur ma carte. Chaque crête se ressemblait, chaque vallon était le même. J'ai tenté de rebrousser chemin, mais après environ 30 minutes de marche en direction de là d'où je pensais venir, rien ne m'a semblé familier. Étais-je vraiment passé par là plus tôt? Ou étais-je simplement en train d'aggraver ma désorientation? La décision intelligente aurait été de m'arrêter immédiatement à cet endroit, d'établir un camp et d'activer ma balise de détresse satellite pour demander de l'aide. Je possédais une balise de secours. J'avais des provisions d'urgence. J'aurais dû admettre que j'étais perdu et chercher de l'aide sans tarder, mais l'orgueil et la gêne m'ont empêché de faire ce choix rationnel. J'avais dit à tous mes amis et collègues que j'étais une experte de la randonnée en milieu sauvage. J'avais parlé avec assurance de mes capacités d'orientation et de mon expérience. Comment pouvais-je déclencher une opération de sauvetage à peine 48 heures après le début de mon aventure planifiée? Je me suis convaincu que je pouvais résoudre ce problème par la détermination et une analyse minutieuse. Je croyais que si je maintenais simplement ce que je calculais être la bonne direction générale, je finirais inévitablement par retrouver le sentier balisé. J'ai continué à marcher pendant encore 4 heures alors que le soleil descendait de plus en plus bas vers l'horizon ouest. Ma confiance s'évaporait rapidement et une peur réelle commençait à s'installer. Le terrain devenait de plus en plus difficile avec des pentes plus raides et une végétation plus dense qui déchirait ma peau exposée et s'accrochait à mes vêtements. Les muscles de mes jambes brûlaient à cause de l'effort constant de monter et de descendre dans des zones où aucun sentier n'existait.
La sueur trempait ma chemise, malgré le fait que la température de l'air baissait à l'approche du soir. Le soleil créait des ombres allongées qui s'étiraient entre les arbres, et j'estimais qu'il me restait peut-être 90 minutes de lumière du jour. Je devais trouver un endroit convenable pour établir mon camp très bientôt. J'ai vérifié mon téléphone portable, même si je savais que c'était futile. Pas de réseau, évidemment. J'étais dans une zone extrêmement reculée, avec des montagnes massives, bloquant toute connexion possible aux antennes relais. J'ai sorti ma balise satellite de mon sac, le seul équipement technologique que j'avais apporté spécifiquement pour des scénarios exactement comme celui-ci. Cela se qualifiait indéniablement comme une urgence. J'étais perdu. La nuit approchait et je n'avais aucune idée de la direction à prendre pour retrouver la sécurité. J'ai activé la balise et j'ai attendu qu'elle cherche une connexion avec les satellites en orbite. Mais avant que je puisse composer un message d'urgence, j'ai entendu un son qui a déclenché une terreur primale dans mon système nerveux. C'était un grognement sourd et menaçant, venant de quelque part sur ma droite. Pas le bruit d'un ours noir, ni celui d'un chien domestique. Quelque chose de différent, quelque chose qui a activé tous les instincts de survie évolutifs, enfouis au plus profond de mon code génétique. Je suis devenu absolument immobile, retenant ma respiration. Avec une lenteur exquise, j'ai tourné la tête vers la source de ce son menaçant. À une 60aine de mètres de là, partiellement dissimulé derrière d'épais buissons de rhododendrons et le tronc massif d'un chêne tombé, je l'ai vu. Un puma. Le grand félin me fixait directement avec ses yeux de prédateur sans émotion, qui vous évalue comme rien de plus qu'une proie potentielle. Sa fourrure, couleur sable, se fondait parfaitement avec le sol ombragé de la forêt. Sa longue queue se balançait lentement d'un côté à l'autre. Ses muscles puissants étaient visiblement tendus, prêts à exploser en action. Tous mes mécanismes de survie se sont activés simultanément. Mon cœur s'est mis à battre avec une telle force que j'étais certaine que le puma pouvait le sentir. Des vagues de peur glaciale ont traversé mon corps. Je connaissais les protocoles pour les rencontres avec les pumas. Je les avais étudiés, visionné des vidéos éducatives, suivi des cours de sécurité en milieu sauvage. Ne jamais courir. La course déclenche leurs instincts de prédateur. Se faire paraître plus grand. Étendre les bras au-dessus de la tête. Parler d'une voix forte. Reculer lentement en maintenant un contact visuel constant. Ne jamais tourner le dos à un puma. Je connaissais ces règles. Ne pas courir. Se faire grand. Reculer progressivement. J'ai levé les deux bras au-dessus de ma tête et j'ai commencé à reculer, gardant les yeux rivés sur le puma. Le puma a avancé de plusieurs pas, suivant ma retraite. Mon cœur martelait si violemment que je pouvais sentir le pouls dans mon cou. J'ai crié sur le puma en essayant de projeter de l'agressivité et de la confiance, mais ma voix est sortie tremblante et peu convaincante. Le puma s'est arrêté et a continué à m'observer. Pendant un bref instant, j'ai espéré qu'il déciderait peut-être que je n'en valais pas la peine et qu'il disparaîtrait simplement dans la forêt. Mais le puma a repris son mouvement, tournant progressivement vers ma gauche. Le puma tentait de se positionner derrière moi. J'ai continué à pivoter pour lui faire face, tout en reculant, mais je manquais rapidement d'espace pour manœuvrer. Derrière moi, le terrain plongeait brusquement dans un ravin escarpé, rempli de rochers et d'arbres morts. Je pouvais entendre de l'eau couler au fond. Si je tombais en essayant de m'échapper, je me casserais probablement des os, ou pire. Mais si j'arrêtais de reculer, le puma continuerait de réduire la distance. J'étais piégé, sans aucune bonne option. Le puma était maintenant à une 40aine de mètres, et avançait toujours avec ce mouvement de traque félin caractéristique, le corps bas, chaque patte posée avec une précision et un silence absolu. Je pouvais voir les muscles puissants onduler sous son pelage à chaque pas délibéré. Je pouvais voir ses yeux fixés sur moi avec cette concentration prédatrice troublante. J'ai réalisé avec une clarté absolue que cet animal avait l'intention de me tuer. Ce n'était pas une charge d'intimidation ou un avertissement.
C'était un prédateur qui avait identifié sa proie et s'était engagé dans la chasse. J'ai attrapé ma bouteille d'eau de la poche latérale de mon sac et je l'ai lancée sur le puma avec toute la force que je pouvais rassembler. La bouteille a volé dans les airs et a heurté un tronc d'arbre à quelques mètres du puma, produisant un claquement sec qui a résonné dans la forêt. Le puma a légèrement tressailli, mais n'a pas reculé. Au lieu de cela, il s'est baissé encore plus, les hanches se rassemblant, se préparant à bondir. J'ai cherché à tâtons n'importe quoi d'autre que je pouvais lancer. Ma main a trouvé une pierre de la taille d'une balle de baseball et je l'ai lancée, mais ma visée était terrible. La pierre est passée loin et s'est écrasée dans le sous-bois. Le puma n'a même pas réagi cette fois. Il a fait 3 pas de plus en avant, 30 mètres maintenant. Je pouvais voir ses moustaches frémir. Je pouvais voir les muscles de ses pattes arrière se contracter comme des ressorts. Dans quelques secondes, il se jetterait sur moi et je ne pourrais rien faire pour l'arrêter. Je n'avais pas d'armes, je n'avais pas de défense. J'allais mourir dans ces montagnes et personne ne trouverait mon corps avant des semaines, peut-être des mois, peut-être jamais. J'ai ouvert la bouche pour crier, bien que je n'ai aucune idée de ce que cela pourrait changer. Mais avant qu'un son ne puisse sortir de ma gorge, autre chose s'est produit. Un autre son a rempli la forêt. Un rugissement, mais pas celui du puma. Ce rugissement venait de quelque part derrière moi et sur ma droite, de plus profond dans la forêt. C'était le son le plus puissant, le plus terrifiant que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Il était profond et résonnant, vibrant dans l'air et semblant vibrer à travers le sol lui-même. Il était si fort que je l'ai senti dans ma poitrine, dans mes os. C'était un son qui parlait d'une taille immense et d'une puissance écrasante. C'était un son qu'aucun animal que je pouvais identifier ne devrait être capable de produire. La réaction du puma fut immédiate et spectaculaire. Sa tête s'est tournée brusquement vers la source de cet incroyable rugissement. Ses oreilles se sont aplaties contre son crâne. Pour la première fois depuis le début de cette rencontre cauchemardesque, j'ai vu autre chose que la confiance prédatrice dans la posture du puma. J'ai vu de la peur. Le rugissement est revenu, encore plus fort cette fois, et avec lui le bruit de quelque chose de très grand se déplaçant dans la forêt, pas en essayant d'être silencieux, pas en tentant la furtivité, juste en s'écrasant à travers le sous-bois et en cassant des branches avec une force qui suggérait un poids massif et un mépris total des obstacles. Le puma a pris une décision. Il s'est détourné de moi et a bondi dans la forêt, se déplaçant avec une vitesse et une agilité incroyables, disparaissant dans les bois qui s'assombrissaient en quelques secondes. Je suis resté là, tremblant violemment, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Le puma était parti. Quelque chose l'avait fait fuir. Mais quoi? Et étais-je maintenant en danger, encore plus grand? J'ai lentement tourné la tête vers l'endroit d'où ce rugissement massif avait émané. Les bruits de fracas s'étaient arrêtés. La forêt était silencieuse, à l'exception de ma propre respiration haletante et des battements de mon cœur. Les ombres étaient profondes entre les arbres, alors que le soleil continuait sa descente. Je pouvais à peine voir quelque chose au-delà de 10 ou 12 mètres. Puis j'ai vu un mouvement. Quelque chose approchait à travers les arbres, quelque chose de grand, quelque chose qui marchait debout. Mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Ça devait être une personne, un autre randonneur qui avait fait fuir le puma. C'était la seule explication rationnelle. Mais alors que la silhouette émergeait plus clairement des ombres, j'ai réalisé que ce n'était pas une personne. C'était trop grand, beaucoup trop grand. Cette chose mesurait au moins 2,40 mètres, peut-être plus. Son corps était entièrement couvert d'une fourrure brun-roux foncé. Ses épaules étaient incroyablement larges, plus larges que celles de n'importe quel humain. Ses bras étaient longs et lourdement musclés, descendant plus bas que là où se trouveraient les genoux d'un humain. Sa poitrine était massive et en forme de tonneau. Ses jambes étaient épaisses et puissantes. Et son visage. J'ai pu voir son visage alors qu'il entrait dans un rayon de soleil couchant. Il avait un nez plat, une arcade sourcilière proéminente et des yeux sombres qui me regardaient avec une intelligence indéniable.
C'était le Sasquatch, c'était Bigfoot, cette créature que j'avais toujours rejetée comme du folklore, des chimères et des erreurs d'identification. Cet être impossible se tenait juste en face de moi, à moins de 6 mètres, assez près pour que je puisse voir le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine, massive lorsqu'il respirait, assez près pour que je puisse le sentir, une odeur musquée, animale, mêlée à quelque chose comme de la terre humide et de la végétation écrasée. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Je me suis simplement effondré sur les genoux, incapable de supporter mon propre poids plus longtemps. Mon esprit ne pouvait pas intégrer ce que je vivais. Cela ne pouvait pas être réel. Cette créature n'existait pas. Mais je la regardais. Elle était là, solide, indéniable et absolument réelle. Le Sasquatch a fait un pas vers moi. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû me démener pour m'échapper. Mais je n'avais plus d'énergie, je n'avais plus rien. Je suis juste resté agenouillé là, dans la terre et les feuilles, levant les yeux vers cette créature impossible, attendant ce qui allait se passer ensuite. Le Sasquatch s'est arrêté à environ 3 mètres de l'endroit où j'étais agenouillé. Il m'étudiait, ses yeux sombres et intelligents m'examinant avec ce qui semblait être de la curiosité. Sa tête s'est légèrement inclinée sur le côté. Son expression n'était pas menaçante. Il ne montrait pas les dents et ne faisait pas de gestes agressifs. Il me regardait simplement, comme s'il essayait de comprendre ce que j'étais et ce que je faisais dans cet endroit reculé. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle ne soit sortie que comme un murmure. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. Quelque chose d'incohérent. Peut-être que je suppliais, peut-être que je priais. Peut-être que je faisais juste des bruits parce que le silence était trop écrasant. Le Sasquatch a émis un son en réponse. Pas un rugissement cette fois. Quelque chose de plus doux. Un grondement sourd qui venait du fond de sa poitrine. Cela semblait presque interrogateur, presque inquiet. La créature a regardé dans la direction où le puma s'était enfui, puis de nouveau vers moi. Elle semblait comprendre que j'avais été en danger. Elle semblait comprendre que j'étais vulnérable, perdu et complètement dépassé. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je rejoue constamment dans mon esprit, analysant chaque détail, essayant de lui donner un sens. Le Sasquatch s'est accroupi, rapprochant son visage de mon niveau. Le mouvement était prudent, délibéré, comme s'il essayait de ne pas m'effrayer davantage. De près, je pouvais voir que son visage était étonnamment expressif. Ses yeux montraient de la conscience, de la pensée. Ce n'était pas une bête sans cervelle, c'était un être pensant. Le Sasquatch a tendu une main massive vers moi. La main était énorme, les doigts épais et puissants, couverts de poils rêches. Mais le geste était doux. La main s'est approchée à quelques centimètres de mon visage, puis s'est arrêtée, attendant. J'ai réalisé qu'il m'offrait de m'aider à me relever. J'ai fixé cette main immense. Chaque pensée rationnelle dans mon cerveau me criait que cette situation était impossible. Chaque parcelle d'éducation et de formation scientifique que je possédais insistait sur le fait que le Sasquatch n'existait pas. Mais la preuve était juste devant moi, et j'étais perdu dans la nature au crépuscule, sans aucune idée de comment retrouver mon chemin et sans plus d'énergie pour essayer. J'ai tendu ma propre main, beaucoup plus petite, et je l'ai placée dans la paume du Sasquatch. La main de la créature était chaude. La peau était dure et calleuse, semblable à celle de quelqu'un qui travaille beaucoup avec ses mains. Les doigts du Sasquatch se sont doucement refermés sur ma main et il m'a remise sur pied avec une force sans effort, me soulevant comme si je ne pesais rien du tout. Une fois debout, le Sasquatch a relâché ma main et a fait un geste vers la forêt, pointant dans une direction spécifique. Puis il m'a regardé, attendant clairement de voir si je comprenais. Je n'avais aucune idée de ce qu'il essayait de communiquer. Voulait-il que j'aille par là ? Me disait-il où le puma était parti? Indiquait-il un danger? Le Sasquatch a vu ma confusion. Il a de nouveau émis ce son grave et grondant, puis a commencé à marcher dans la direction qu'il avait indiquée. Après quelques pas, il s'est arrêté et s'est retourné pour me regarder. Le message était clair. « Suis-moi ». J'ai jeté un coup d'œil à la forêt qui s'assombrissait. J'étais complètement perdu.
La nuit tombait. Un puma était quelque part à proximité. Je n'avais absolument aucune idée de la direction à prendre. Et voici une créature qui connaissait apparemment ces montagnes, intimement, et venait de me sauver la vie. Quel choix avais-je? J'ai ajusté mon sac à dos sur mes épaules et j'ai commencé à marcher derrière le Sasquatch. La créature a attendu que je la rattrape, puis a continué à se déplacer à travers la forêt à un rythme mesuré que je pouvais suivre. Elle se déplaçait avec une grâce remarquable pour quelque chose d'aussi grand, enjambant les obstacles et se baissant sous les branches basses avec l'aisance de quelqu'un qui avait parcouru ce terrain des milliers de fois. Je suivais du mieux que je pouvais, luttant pour ne pas être distancé, même si le Sasquatch modérait clairement son allure pour moi. Nous avons voyagé ainsi pendant peut-être 30 minutes, à travers un terrain qui m'était complètement inconnu. Le Sasquatch s'arrêtait de temps en temps et regardait en arrière pour s'assurer que je suivais toujours, puis continuait. Plusieurs fois, il m'a fait signe d'être prudente, signalant des endroits dangereux où le sol était instable, ou où une végétation épineuse bloquait le passage. Il me guidait, me protégeait activement. Finalement, nous avons atteint un petit ruisseau, probablement le même que j'avais entendu couler au fond de ce ravin plus tôt. Le Sasquatch m'a conduite à une zone relativement plate, au bord de l'eau, où un grand surplomb rocheux créait un abri naturel. L'endroit était parfait pour camper, protégé du vent et des intempéries, avec de l'eau fraîche immédiatement disponible, et une petite clairière où je pouvais monter ma tente. Le Sasquatch a pointé du doigt la zone abritée, puis m'a regardé. J'ai compris. C'était là que je devais rester pour la nuit. J'ai hoché la tête pour montrer que j'avais compris et j'ai commencé à enlever mon sac à dos. Le Sasquatch a regardé pendant que je sortais ma tente et que je commençais à la monter. Mes mains tremblaient si fort à cause de l'adrénaline et de l'épuisement que je n'arrêtais pas de m'emmêler avec les arceaux et les piquets. Le Sasquatch est resté à proximité, regardant de temps en temps la forêt environnante comme s'il montait la garde. Après avoir finalement réussi à monter ma tente, je me suis assise lourdement sur un tronc près du ruisseau. J'étais physiquement et émotionnellement épuisé. J'ai sorti ma pompe à eau et j'ai commencé à filtrer l'eau du ruisseau dans mes bouteilles. J'avais besoin de boire quelque chose. J'avais besoin de manger quelque chose. J'avais besoin de digérer ce qui se passait. Le Sasquatch s'était déplacé à une position à environ 6 mètres de là, d'où il pouvait observer à la fois moi et les abords de ce campement. Il s'est assis par terre, calant sa carcasse massive contre le tronc d'un grand arbre. Ses yeux continuaient de balayer la forêt, alertes et vigilants. J'ai réalisé avec un choc qu'il montait la garde. Il me protégeait. J'ai réussi à préparer un repas simple en ajoutant simplement de l'eau chaude à un dîner lyophilisé. Mon petit réchaud de camping semblait absurdement inadéquat et moderne par rapport à tout le reste. J'ai mangé machinalement, sentant à peine le goût de la nourriture, tout en regardant le Sasquatch. La créature n'a pas bougé de sa position. Alors que l'obscurité totale tombait et que je me préparais à me retirer dans ma tente, le Sasquatch était toujours là, une silhouette massive, à peine visible contre les ombres plus sombres de la forêt. Je me suis glissé dans mon sac de couchage, me sentant plus en sécurité que je n'aurais dû. Il y avait un Sasquatch assis devant ma tente. Cela aurait dû être la nuit la plus terrifiante de ma vie. Au lieu de cela, je me sentais protégé. J'avais l'impression que quelque chose d'ancien et de puissant avait décidé que je valais la peine d'être sauvé. J'ai dormi par intermittence, me réveillant plusieurs fois pendant la nuit. Chaque fois que je me réveillais, j'écoutais attentivement. Parfois, je pouvais entendre le Sasquatch bouger dehors, le bruissement de la végétation ou le craquement d'une brindille. Une fois, j'ai entendu ce grondement sourd que la créature faisait. Bien qu'il semblait s'adresser à quelque chose dans la forêt plutôt qu'à moi, le Sasquatch montait toujours la garde. Quand l'aube est enfin arrivée et qu'une lumière grise a commencé à filtrer à travers ma tente, j'ai émergé pour trouver le Sasquatch toujours présent. Bien qu'il ait changé de position, la créature m'a regardé alors que je sortais de ma tente et j'aurais juré voir quelque chose comme du soulagement dans son expression.
J'ai commencé à démonter mon camp, à tout remballer dans mon sac à dos. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Le Sasquatch allait-il simplement partir maintenant que j'avais survécu à la nuit, ou avait-il un autre plan? Comme s'il lisait dans mes pensées, le Sasquatch s'est levé de toute sa hauteur impressionnante et a commencé à marcher vers une autre partie de la forêt. Il m'a regardé avec une attente claire. Nous repartions. J'ai suivi le Sasquatch pendant la majeure partie de cette journée. La créature m'a guidé à travers un terrain que je n'aurais jamais pu traverser seul, empruntant des itinéraires qui évitaient les montées abruptes et les sous-bois denses, semblant toujours savoir exactement où elle allait. Nous avons traversé des crêtes et sommes descendus dans des vallées. Nous avons suivi des pistes d'animaux que je n'aurais jamais remarquées par moi-même. Le Sasquatch n'a jamais marché plus vite que je ne pouvais le gérer, s'arrêtant fréquemment pour me permettre de reprendre mon souffle et de boire de l'eau. Plusieurs heures après le début de notre voyage, le Sasquatch s'est soudainement arrêté et a levé une main massive dans un geste clair pour s'arrêter et se taire. Je me suis immédiatement figé. La tête de la créature a tourné lentement, balayant la zone devant nous. Ses narines se sont dilatées alors qu'il humait l'air. Puis j'ai entendu ce qui l'avait alerté. Un mouvement dans le sous-bois. Quelque chose de grand approchait de notre position. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Était-ce encore le puma? Ou autre chose? Le Sasquatch s'est déplacé pour se positionner entre moi et ceux qui approchaient. Sa posture a subtilement changé, devenant plus agressive, plus menaçante. Un grognement sourd a commencé à monter dans sa poitrine, similaire au rugissement que j'avais entendu la veille au soir, mais plus contrôlé, plus concentré. Ce qui approchait a apparemment décidé que la discrétion était la meilleure option. Les bruits de mouvement se sont éloignés de nous, partant dans une direction différente. Le Sasquatch a maintenu sa posture d'alerte pendant plusieurs minutes avant de finalement se détendre. Il m'a regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui aurait pu être de la satisfaction. Menace éliminée. Nous pouvions continuer en toute sécurité. Nous avons voyagé pendant plusieurs heures encore. J'étais épuisé, mes jambes criaient à l'aide, mes pieds étaient couverts d'ampoules. Mais j'ai continué à avancer. Le Sasquatch me menait quelque part de spécifique. Je lui faisais entièrement confiance à ce stade. Quel choix avais-je? Tard dans l'après-midi, nous avons atteint le sommet d'une crête et j'ai vu quelque chose qui m'a presque fait pleurer de soulagement. Au loin, à peut-être 1,5 km, je pouvais voir une clairière avec plusieurs bâtiments, un poste de ranger. La civilisation, le secours. Le Sasquatch s'est arrêté à la lisière de la forêt et a pointé du doigt le poste de rangers, puis il m'a regardé. J'ai compris, c'était là que nos chemins se séparaient. Il m'avait mené en sécurité. Sa tâche était terminée. Je me suis tourné pour faire face au Sasquatch, essayant de trouver des mots adéquats pour exprimer ce que je ressentais. Merci semblait complètement insuffisant pour une créature qui m'avait sauvé la vie et guidé à travers la nature sauvage pendant près de 2 jours. Le Sasquatch sembla comprendre ma difficulté. Il a tendu une main massive et a très doucement touché le sommet de ma tête juste un instant. Le geste ressemblait presque à une bénédiction. Puis la créature a reculé et a levé une main dans un geste qui ressemblait sans l'ombre d'un doute à un signe de la main. Un geste d'adieu. J'ai levé ma propre main en réponse, des larmes coulant sur mon visage. Le Sasquatch s'est retourné et a commencé à repartir dans la forêt. En quelques secondes, il avait complètement disparu dans la végétation dense, comme s'il n'avait jamais existé. Je suis resté là longtemps, fixant l'endroit où le Sasquatch avait disparu. Puis je me suis tourné vers le poste de rangers et j'ai commencé à descendre la pente. Au moment où j'ai atteint le poste de rangers, j'avais inventé une histoire. J'ai dit aux rangers que je m'étais perdu après avoir pris un mauvais virage sur le sentier. Je leur ai dit que j'avais passé 2 nuits à camper dans la nature en essayant de retrouver mon chemin. Je leur ai parlé de la rencontre avec le puma, mais j'ai dit que j'avais réussi à le faire fuir en criant et en lançant des objets. Ils ont accepté cette explication sans poser de questions.
Ils étaient préoccupés par mon état, me donnant de la nourriture et de l'eau et vérifiant que je n'avais pas de blessure. Ils m'ont posé des questions détaillées sur le puma, voulant savoir exactement où je l'avais vu et comment il s'était comporté. J'ai répondu à leurs questions aussi honnêtement que possible, tout en omettant soigneusement tout ce qui concernait le Sasquatch. J'ai dit que j'avais finalement retrouvé mon chemin en suivant les cours d'eau en aval jusqu'à ce que j'aperçoive le poste de Rangers. Ils ont semblé satisfaits de cette explication. Personne ne s'est demandé pourquoi quelqu'un qui prétendait être perdu avait réussi à trouver son chemin jusqu'à cet endroit précis. Je n'ai pas offert de détails supplémentaires. J'ai passé beaucoup de temps par la suite à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Une partie de moi voulait désespérément retourner dans ces montagnes et tenter de retrouver le Sasquatch. Mais je savais que ce serait mal. Le Sasquatch s'était montré à moi parce que j'avais un besoin désespéré d'aide. Le Sasquatch avait fait preuve de pitié envers quelqu'un dans une situation de vie ou de mort. Y retourner serait irrespectueux, comme tenter d'exploiter cette générosité. Le Sasquatch m'avait libéré. Je devais honorer cette décision. J'ai aussi passé de nombreuses heures à me demander pourquoi le Sasquatch m'avait aidé. Il aurait été simple pour la créature de rester cachée, ou encore plus facile de rester dissimulé et de laisser le puma finir ce qu'il avait commencé. Mais le Sasquatch était intervenu. Le Sasquatch avait chassé le puma et avait ensuite passé de nombreuses heures à s'assurer que j'atteignais la sécurité. Ce genre de comportement suggère quelque chose qui va bien au-delà du simple instinct animal. Cela suggère une véritable compassion. Cela suggère de l'intelligence et un raisonnement moral. Cela suggère que les créatures Sasquatch pourraient posséder plus d'humanité que la plupart des gens ne le croiraient jamais possible. Parfois, dans les moments calmes, surtout la nuit, je suis allongé dans mon lit et je revois le souvenir du Sasquatch assis contre cet arbre, montant la garde pendant que je dormais dans ma tente. Je me souviens de ses yeux profonds et intelligents qui m'étudiaient avec ce qui semblait être de l'inquiétude. Je me souviens du contact doux sur ma tête et du geste d'adieu. Je me souviens comment le Sasquatch aurait pu me faire du mal à tout moment, mais a choisi la protection plutôt que la violence. Ces souvenirs restent aussi vifs et clairs aujourd'hui qu'au moment où ils se sont produits. Ils ne s'estomperont, ni ne diminueront jamais. J'ai depuis lu de nombreux récits de rencontres avec des Sasquatch. Certains semblent authentiques, tandis que d'autres sont manifestement fabriqués ou embellis. Mais les histoires qui résonnent comme vraies partagent toujours certains éléments communs. Elles décrivent les créatures Sasquatch comme intelligentes et souvent douces. Elles décrivent des êtres qui semblent comprendre la détresse humaine et répondent parfois avec gentillesse plutôt qu'avec agressivité. Ces récits correspondent parfaitement à mon expérience personnelle. Le Sasquatch qui m'a sauvé n'était pas un monstre sans cervelle de film d'horreur. C'était un être pensant et sensible, qui a fait le choix conscient d'aider quelqu'un dans le besoin. Mon expérience dans ces montagnes m'a transformé d'une manière que je découvre encore. Je croyais autrefois comprendre le monde naturel de manière exhaustive. J'avais étudié la biologie, appris les techniques de survie en milieu sauvage et passé d'innombrables heures à randonner dans des zones reculées. Mais j'opérais sous l'hypothèse fondamentale que les humains représentaient le summum de l'intelligence, les créatures les plus capables et les plus sophistiquées de n'importe quel environnement. Rencontrer le Sasquatch a complètement brisé cette hypothèse. Il y a des êtres dans ce monde que nous ne comprenons pas. Des êtres qui ont appris à éviter la détection humaine, qui habitent les endroits reculés que nous pénétrons rarement. Le Sasquatch est l'un de ces êtres. Pendant de nombreuses années, j'ai rejeté toutes les histoires de Sasquatch comme des mythes ou des animaux mal identifiés. Maintenant, je possède une connaissance directe de la vérité. Le Sasquatch est réel. Le Sasquatch existe, vivant dans les forêts profondes, nous observant probablement bien plus souvent que nous ne le réalisons. Les implications de cette réalité sont stupéfiantes quand on y réfléchit vraiment.
Si le Sasquatch existe, quoi d'autre pourrait exister que nous avons rejeté comme impossible ou mythologique? Quelle part de notre certitude sur le monde naturel est construite sur des informations incomplètes et des suppositions hâtives? Je suis aussi beaucoup plus humble maintenant quant à ma place dans la nature. J'avais l'habitude de m'aventurer dans des zones sauvages en me sentant confiante, peut-être même arrogante quant à mes capacités. Je pensais que mes connaissances, mon équipement et mon expérience me rendaient invulnérable aux problèmes sérieux. Mais ces 5 jours m'ont appris à quelle vitesse les circonstances peuvent se détériorer et à quel point nous sommes vraiment vulnérables une fois dépouillés de notre technologie et de nos infrastructures. Toute mon éducation, toute ma préparation, tout mon équipement sophistiqué n'ont rien signifié lorsque j'ai fait une simple erreur de navigation et que je me suis désorienté. Sans le Sasquatch, je serais morte dans ces montagnes. Soit le puma m'aurait tué, me déchiquetant avec ses griffes et ses dents pendant que je criais et me vidais de mon sang sur le sol de la forêt, soit j'aurais finalement succombé à l'exposition et à la déshydratation, devenant de plus en plus faible et désorienté jusqu'à ce que je m'allonge simplement pour ne plus jamais me relever. Mon corps aurait été retrouvé finalement, des semaines ou des mois plus tard, probablement réduit à des os éparpillés par les charognards. Ma mort aurait été classée comme un accident malheureux, un rappel tragique de la dangerosité de la nature. Personne n'aurait jamais rien su du Sasquatch. Je dois ma survie à une créature dont la science officielle insiste sur le fait qu'elle n'existe pas. Ce fait me force à remettre en question beaucoup d'autres choses que je pensais savoir avec certitude. Je pense constamment au Sasquatch, parfois plusieurs fois par jour. Parfois, je donne un cours de biologie expliquant la respiration cellulaire ou les relations écologiques. Et mon esprit dérive vers ces yeux énormes et intelligents qui m'observaient de l'autre côté du campement. Parfois, je suis allongé dans mon lit la nuit, écoutant les bruits normaux de la vie de banlieue à l'extérieur de ma fenêtre. Et je me souviens du bruit du Sasquatch se déplaçant dans la forêt, montant la garde pendant que je dormais. Parfois, je vois quelque chose aux informations sur de prétendues observations de Sasquatch ou des empreintes trouvées quelque part, et je ressens un étrange mélange d'émotions, connaître la vérité mais être incapable de la dire publiquement sans être qualifié de délirante ou de personne en quête d'attention. Parfois, je me demande si le Sasquatch pense à moi comme je pense constamment à lui. La créature se souvient-elle de la randonneuse épuisée qu'elle a sauvée d'une attaque de puma? Se demande-t-elle ce qui m'est arrivé après notre séparation? Éprouve-t-elle une quelconque curiosité pour la vie humaine et la société humaine? Ou n'étais-je qu'une brève rencontre dans une longue vie passée à éviter le contact humain, pas plus mémorable que n'importe lequel des milliers de cerfs ou d'autres animaux qu'elle doit voir régulièrement? J'aimerais croire que le Sasquatch se souvient. J'aimerais penser que cette nuit et le jour suivant ont également signifié quelque chose pour la créature, qu'il y avait une sorte de connexion entre nous qui transcendait les frontières des espèces. Mais je n'aurai jamais cette réponse. Le Sasquatch est parti, vivant sa vie quelque part dans ces vastes montagnes, et je n'ai aucun moyen de le retrouver, même si je le voulais. Et peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que certains mystères sont destinés à rester non résolus. Certaines rencontres sont destinées à se produire une seule fois et à ne vivre ensuite que comme des souvenirs. Le Sasquatch m'a fait un cadeau incroyable, non seulement ma vie, mais un aperçu d'une réalité que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Y retourner pour essayer de le retrouver serait de la cupidité, ce serait manquer de respect à ce cadeau. J'ai partagé cette histoire avec seulement quelques personnes et la plupart d'entre elles m'ont regardé comme si j'avais perdu la tête. Ma meilleure amie Sarah, celle à qui j'avais donné mon itinéraire avant le voyage, a écouté mon récit avec un scepticisme croissant. Elle a été encourageante et gentille, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle ne croyait pas à la partie sur le Sasquatch.
Elle pensait que j'avais eu une sorte d'hallucination provoquée par le stress, la peur et l'épuisement. Elle a suggéré gentiment que j'avais peut-être vu un ours et que mon esprit effrayé l'avait transformé en autre chose. Elle était bien intentionnée et je ne lui en veux pas pour son scepticisme. Mes parents ont réagi de la même manière quand je leur ai finalement raconté. Ma mère était juste soulagée que je sois en sécurité. Mon père, toujours l'ingénieur rationnel, a écouté poliment puis a changé de sujet. Je pouvais dire qu'il pensait que j'avais embelli l'histoire ou mal interprété ce que j'avais vu. Encore une fois, je ne leur en veux pas. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire avant que je la vive moi-même, j'aurais été sceptique aussi. L'esprit humain veut que le monde ait un sens, qu'il rentre dans des catégories bien définies de possible et d'impossible. Le Sasquatch tombe fermement dans la catégorie de l'impossible pour la plupart des gens. J'ai raconté l'histoire à un de mes collègues à l'école, un autre professeur de biologie que je connaissais depuis des années, et sa réaction a été la plus décevante. Il a carrément ri, pensant que je plaisantais. Quand il a réalisé que j'étais sérieuse, il s'est inquiété et a suggéré que je devrais peut-être parler à quelqu'un, un conseiller ou un thérapeute, du traumatisme d'avoir été perdu. L'implication était claire. Il pensait que je faisais une sorte de dépression nerveuse. Après ça, j'ai arrêté de raconter. À quoi bon? Je ne pouvais pas prouver ce qui s'était passé. Je n'avais pas de photos, pas de preuves physiques, pas de témoins. Juste ma parole, et apparemment ma parole ne suffisait pas. Mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai vu. Chaque détail reste limpide dans ma mémoire, aussi vif maintenant qu'il y a 5 ans. La texture de la fourrure du Sasquatch quand sa main a effleuré la mienne. L'intelligence dans ses yeux. La douceur de son contact quand il m'a tapoté la tête en guise d'adieu. La taille massive de sa silhouette se découpant sur les arbres. L'odeur musquée qui l'entourait. Les grondements qu'il faisait au fond de sa poitrine. Tout cela était réel. Tout cela indéniable, du moins pour moi. Et quelque part dans ces montagnes, un Sasquatch le sait aussi. Le Sasquatch sait qu'il a sauvé la vie d'une randonneuse perdue. Le Sasquatch sait qu'il a fait preuve de pitié envers quelqu'un qui en avait désespérément besoin. Cette connaissance me suffit. Je n'ai pas besoin de la validation des sceptiques ou de la reconnaissance de la communauté scientifique. Le Sasquatch et moi connaissons la vérité, et c'est ce qui compte. Les gens me demandent souvent si je retournerai dans ces montagnes. Des amis qui connaissent l'histoire générale de ma randonnée, la version édulcorée sans le Sasquatch, suggèrent parfois que nous devrions y retourner ensemble pour créer de nouveaux souvenirs afin de remplacer les souvenirs traumatisants. La réponse honnête est que je reste incertaine. Une partie de moi veut désespérément y retourner, parcourir à nouveau ces crêtes, camper près de ce ruisseau où le Sasquatch veillait sur moi. Je veux retourner à l'endroit où nous nous sommes séparés, où il a touché ma tête et m'a fait signe au revoir avant de disparaître dans la forêt. Je veux marcher à travers ces bois et peut-être apercevoir à nouveau la créature qui m'a sauvé la vie, ne serait-ce que de loin. Mais une autre partie de moi croit que ce qui s'est passé était destiné à être un événement unique, une rencontre d'une vie qui ne pourra jamais être répétée. Le Sasquatch s'est révélé à moi au moment de ma plus grande vulnérabilité et de mon plus grand besoin. Il a rompu son schéma normal d'évitement du contact humain parce que les circonstances exigeaient une intervention. Tenter d'y retourner serait comme essayer d'attraper la foudre en bouteille, de courir après quelque chose qui n'était censé se produire qu'une seule fois. Ce serait peut-être même un manque de respect envers le Sasquatch, comme si j'essayais d'exploiter notre rencontre ou de la transformer en une sorte d'attraction touristique dans mon esprit. Le Sasquatch m'a aidé, puis m'a libéré. Y retourner pourrait violer l'accord implicite que nous semblions avoir. Alors, je reste à l'écart. Je regarde parfois des cartes des Smoky Mountains, traçant les sentiers avec mon doigt, identifiant les zones où j'aurais pu être. Mais je n'y retourne pas. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Peut-être quand je serai plus âgé et que j'aurai plus de recul. Ou peut-être que je ne le ferai jamais
et que cette unique rencontre restera l'expérience de plein air déterminante de ma vie, complète et parfaite dans sa singularité. Ce que je sais avec une certitude absolue, c'est que je n'oublierai jamais ces 5 jours. Je n'oublierai jamais la terreur d'être traqué par un puma, cette peur primale d'être chassé par quelque chose qui pourrait me tuer. Je n'oublierai jamais la désorientation complète d'être totalement perdu, sans aucune idée de la direction qui mènerait à la sécurité. Je n'oublierai jamais l'épuisement, la panique, le désespoir. Et je n'oublierai certainement jamais le moment où une créature massive et poilue est sortie de la forêt et a complètement changé tout ce que je pensais comprendre du monde. Ce moment est figé dans ma mémoire, avec une clarté parfaite. La lumière déclinante filtrant à travers les arbres. Le puma disparaissant dans les ombres. La forme massive émergeant de la forêt, ses yeux intelligents qui m'étudiaient. C'est à ce moment-là que toute ma vision du monde a basculé, que l'impossible est devenu réel, que le mythe s'est transformé en chair, en sang et en os juste devant moi. Le Sasquatch m'a sauvé la vie et je lui en serai reconnaissante jusqu'à ma mort. Il ne se passe pas un jour sans que je n'y pense et que je ne me sente reconnaissante que la créature ait choisi de m'aider au lieu de simplement rester cachée. Je lui dois tout. Je partage ce récit, maintenant, parce que je crois qu'il est important pour que les gens reconnaissent qu'il existe des phénomènes au-delà de notre compréhension actuelle. Important pour que les gens abordent les zones sauvages avec respect et humilité. Et important pour que les gens comprennent que parfois, lorsque nous nous trouvons au plus bas, l'aide peut arriver des sources les plus inattendues. Même d'une créature qui est censée ne pas exister. Nous vivons à une époque où la science et la technologie nous ont donné l'illusion que nous comprenons tout, que nous avons cartographié chaque recoin de la Terre et catalogué chaque espèce vivante. Nous pensons savoir exactement ce qui existe et ce qui n'existe pas. Nous sommes confiants dans nos connaissances, parfois avec arrogance, mais mon expérience m'a appris qu'il y a encore des mystères dans ce monde, encore des découvertes à faire, encore des créatures vivant dans des endroits reculés qui ont appris à éviter la détection. Le Sasquatch est l'une de ces créatures. Combien sont-ils? Je n'en ai aucune idée. Où vivent-ils exactement? Je ne sais pas. Comment sont-ils restés cachés si longtemps? Je ne peux que spéculer, mais je sais qu'ils existent parce que j'en ai rencontré un. J'ai interagi avec un. J'ai été sauvé par un. Ce n'est pas de la spéculation, ni un vœu pieux, ni une erreur d'identification. C'est une expérience personnelle directe. Je pense à ce qui se serait passé si j'avais eu mon appareil photo à portée de main lorsque le Sasquatch est apparu pour la première fois. Aurais-je pu prendre une photo? Aurais-je même pensé à essayer, étant donné à quel point j'étais terrifié et épuisé? Une preuve photographique aurait-elle changé quelque chose? Ou les sceptiques insisteraient-ils simplement sur le fait que c'était un canular ou un homme en costume? Probablement la deuxième option. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, et la plupart des gens ont décidé que le Sasquatch n'existe pas. Aucune preuve ne convaincrait les sceptiques les plus endurcis. Alors peut-être vaut-il mieux que je n'ai aucune preuve au-delà de ma propre mémoire et de mon témoignage. Peut-être que l'absence de preuves garde la rencontre pure, l'empêche de devenir un spectacle ou une source d'attention non désirée. Le Sasquatch m'a sauvé la vie sans aucune attente de reconnaissance ou de récompense. Il l'a fait en privé, loin des caméras et des témoins. Cela semble approprié d'une certaine manière. J'ai aussi beaucoup réfléchi aux implications éthiques de ma rencontre. Devrais-je le signaler aux autorités scientifiques? Devrais-je essayer de ramener des chercheurs là où cela s'est produit, les aider à chercher des preuves? Une partie de moi sent que j'ai une responsabilité envers la science, envers la connaissance humaine, de rapporter ce dont j'ai été témoin. Mais une plus grande partie de moi se sent protectrice envers le Sasquatch. Ces créatures ont clairement fait de grands efforts pour éviter le contact humain.
Elles ont développé des comportements et des schémas qui leur permettent d'exister à proximité de la civilisation humaine sans être définitivement documentées. Elles ont maintenu leurs secrets et leur intimité pendant des siècles ou plus. Qui suis-je pour violer cela? Qui suis-je pour les exposer potentiellement au harcèlement ou au dommage de la part de personnes qui voudraient les capturer, les étudier, les exploiter? Le Sasquatch m'a montré de la pitié et de la gentillesse. Le moins que je puisse faire est de respecter son droit à la vie privée et de continuer à vivre sans être dérangé. Si les scientifiques finissent par rassembler suffisamment de preuves pour prouver l'existence du Sasquatch, très bien. Mais je ne serai pas celle qui mettra ce processus en marche. Ma rencontre était un cadeau, pas une opportunité de gloire ou d'avancement scientifique. J'enseigne la biologie à des lycéens et parfois je suis tenté de partager mon histoire avec eux. Nous abordons des sujets comme la biodiversité, les espèces non découvertes et les limites de la connaissance scientifique. Ma rencontre avec le Sasquatch serait l'exemple parfait de tout ce que nous ignorons encore sur le monde naturel, mais je m'abstiens de leur raconter. Ce sont des adolescents qui forgent encore leur vision du monde et leur esprit critique. Je ne veux pas les embrouiller ou leur faire remettre en question la science légitime parce que leur professeur parle de rencontres avec Bigfoot. Alors, je m'en tiens au programme, j'enseigne les faits établis et je garde mes expériences personnelles pour moi. Peut-être qu'un jour, après ma retraite, j'écrirai un livre sur ce qui s'est passé. Ou peut-être que je ne le ferai jamais. Peut-être que ce récit est ce qui se rapprochera le plus de raconter toute l'histoire publiquement. Ce que je sais, c'est que l'expérience a fondamentalement changé ma façon de voir le monde. Je suis plus ouverte aux possibilités maintenant, plus disposée à admettre que je n'ai pas toutes les réponses. Quand les élèves me demandent de manière définitive si quelque chose existe ou si quelque chose est possible, je suis plus susceptible maintenant de répondre par probablement ou sur la base des preuves actuelles, plutôt qu'avec une certitude absolue, parce que j'ai appris que la certitude peut être brisée en un instant lorsque la réalité vous présente quelque chose que vous étiez absolument certain d'être impossible. Le monde naturel est plus grand, plus étrange et plus merveilleux que la plupart des gens ne le réalisent jamais. Il y a des animaux vivants dans les profondeurs de l'océan qui ressemblent à des créatures de planètes extraterrestres. Il y a des insectes avec des cycles de vie si complexes et bizarres qu'ils semblent impossibles. Il y a des champignons qui forment des réseaux s'étendant sur des forêts entières, communiquant et partageant des ressources de manière que nous commençons à peine à comprendre. Le monde est plein de merveilles et de mystères. Et quelque part dans les montagnes de l'Est du Tennessee, quelque part dans les forêts profondes où les humains s'aventurent rarement, vit une espèce de grand primate intelligent qui a appris à coexister avec les humains en restant caché. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas un vœu pieux, c'est la réalité, que la science officielle l'accepte ou non. Le Sasquatch aurait pu simplement m'éviter complètement. Personne ne l'aurait su. Personne n'aurait remis en question sa décision. Mais le Sasquatch a choisi différemment. Le Sasquatch a choisi la compassion. Le Sasquatch a choisi d'intervenir. Et à cause de ce choix, je suis en vie aujourd'hui pour partager cette histoire. J'espère que, où que soit le Sasquatch maintenant, la créature comprend à quel point je lui suis reconnaissante. J'espère que le Sasquatch sait que sa gentillesse n'a pas été ignorée ou mésestimée. À quiconque lit ceci et a l'intention de s'aventurer dans des zones sauvages reculées, je vous prie de faire preuve de prudence. Respectez la faune, respectez le terrain, apportez l'équipement approprié et informez les autres de votre itinéraire et de votre calendrier prévu. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi, mais gardez aussi l'esprit ouvert aux possibilités. Le monde est considérablement plus vaste et plus étrange que nous ne le reconnaissons habituellement. Il y a des êtres vivants dans les forêts profondes que nous avons à peine commencé à comprendre. Et si jamais vous vous retrouvez perdu, désespéré et effrayé, et que vous détectez quelque chose qui bouge à travers les arbres, ne supposez pas automatiquement que cela représente un danger. Parfois,
Les créatures les plus redoutables en apparence possèdent les cœurs les plus bienveillants. Parfois, les monstres se révèlent être des sauveurs. J'ai appris cette leçon par expérience directe, agenouillé devant un Sasquatch désespéré, et le Sasquatch a répondu. Le Sasquatch m'a sauvé et je passerai le reste de ma vie à m'interroger sur ses motivations. Peut-être que le Sasquatch m'a aidé parce qu'il a reconnu en moi quelque chose qui valait la peine d'être préservé. Peut-être que le Sasquatch agissait simplement selon sa nature fondamentale. Peut-être existe-t-il une sorte de compréhension ancienne entre les êtres intelligents pour fournir de l'aide en temps de besoin désespéré. Je n'ai pas de réponse. Tout ce que je sais avec certitude, c'est que lorsque j'en avais le plus désespérément besoin, un Sasquatch est sorti de la légende et de la mythologie pour entrer dans ma réalité. Le Sasquatch a fait fuir un puma, m'a mené en sécurité, m'a protégé pendant des heures dangereuses et m'a guidé vers le secours. Le Sasquatch a accompli tout cela sans rien demander en retour. Voilà l'histoire. Voilà ce qui m'est arrivé dans les Smoky Mountains il y a 5 ans. Croyez-la ou rejetez-la comme bon vous semble. Je connais la vérité. Et quelque part dans ces montagnes, un Sasquatch aussi. Le Sasquatch sait qu'il a sauvé la vie d'une randonneuse perdue. Le Sasquatch sait qu'il a fait preuve de pitié envers quelqu'un qui en avait désespérément besoin. Et peut-être, juste peut-être, le Sasquatch est-il toujours là-bas, à aider d'autres personnes qui se perdent et ont peur dans la nature. J'espère que c'est vrai, parce que le monde a besoin de plus de gentillesse comme celle-là, même de la part de créatures que nous ne sommes pas censés croire exister. Surtout de la part de créatures que nous ne sommes pas censés croire exister.